Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien ? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand what Karanai Taro. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de ton temps, Philippe. Parce que ça va vite, ça va cette fois-ci, on est là tous les deux. Ah oui, ce qui est passé par-dessus la troisième corde. C'est pas tout, regardez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro. Promis, j'arrête de Catchacast parce que sinon ça va vite être lourdingue. Vous m'aurez reconnu, donc Mehdi Dez, votre hôte de l'univers merveilleux du Death Podcast, et je ne suis pas seul. Nous les avons vus sur les lives, nous les avons vus ici et ailleurs, on fera leur promo pour tout le reste à la fin de l'émission. J'ai Félix avec moi. Hello. Et j'ai Michael aussi avec moi. Bonjour. Bonjour, jeune ténébreux. Donc je suis, au-delà d'être très content avec vous, on va parler un petit peu c'est un peu la suite de quelque chose qu'on avait déjà amorcé. On vous avait parlé de la question de manière très globale du booking. Et là, on va revenir sur les potentielles dérives. On les avait abordées, mais insuffisamment, et on se disait qu'il y avait un terreau assez fertile à ça. Donc ça a été proposé, concocté par les deux chers acolytes, et tout particulièrement par Michael qui tenait sur certains mais éléments. c'est surtout Félix qui a bossé. Voilà. Je tiens à le dire. Mais on verra sur l'apport final, parce que des fois on peut faire des grosses démonstrations à l'écrit, mais ça tient pas. Mais on fait confiance quand même à Félix, que c'est un mec carré, c'est un mec sur le Catchacast, le gars sûr, comme on dit. C'est grâce à lui d'ailleurs, je rends hommage à l'homme, grâce à lui que vous avez les émissions à chaque fois, parce que c'est lui qui s'occupe du montage. Donc rendons à César ce qui est à César. Comment est-ce qu'on aborde cette question des dérives du booking dans le catch ? Bon, je pense qu'on va pas insulter les gens s'ils nous ont suivis sur autant de numéros, ils ont fini par savoir ce que c'était que le booking. Voilà, donc la manière d'orienter, d'angler un personnage, quel rôle lui donner, mais aussi comment organiser les shows, voilà. Quel catcheur va affronter quel catcheur, etc. Voilà. Qui va gagner, etc. Vous avez les grandes lignes, de toute façon on y reviendra en détail. Alors on va s'y prendre comment ? On va s'appuyer sur moi j'avais quels angles d'attaque ? Trois angles d'attaque, mais après on les abordera comme on le souhaite. Ouais. Moi, j'avais pensé, je cherche dans mes petites notes. Au mauvais booking. Il y avait le mauvais booking. Comme le bon et le mauvais chasseur. Donc là, c'était vraiment le côté un peu inconscient du dérive. De la dérive, pardon. Donc, par exemple, le booking un peu 50-50 où personne n'est gagnant, personne n'est perdant. Oui. Le on-off, ce qu'on appelle le on-off, c'est démarrer quelque chose et pas le finir et laisser tomber. Ou alors juste la mauvaise gestion des talents, par exemple, en termes des promos au micro, savoir quel talent est plus enclin à bien improviser ou pas, et mal l'orienter par rapport à ça. Voilà. Donc c'est plus une question de créativité, finalement. Après, on avait plutôt le booking, là je pense que c'est le gros morceau du truc. C'est le plus animé, on va dire. C'est l'angle que Michael voulait aborder surtout. C'est le booking humiliant ou punitif. Donc là, c'est vraiment volontairement desservir, on va dire, la carrière ou le parcours d'un catcheur ou d'une catcheuse. Voilà. Pour l'instant, c'est marrant, ça s'est pas beaucoup produit pour les femmes. Mais bon, après, le catch féminin commence simplement. Oui, mais il y a forcément des exemples. Mais oui, on pense à... Michael est déjà pas d'accord, c'est très bien. Non, j'ai un exemple de... on verra, mais j'ai un exemple. Très bien. Garde-le sous le coude, c'est cool.
Donc voilà, il y a le côté non-booking volontaire de certains talents parce qu'il est en froid avec les dirigeants. Il y a les démotions punitives de certains catcheurs parce qu'ils ont fait des conneries dans la vie réelle. Par exemple, voilà. Fumer de la bœuf au hasard. Voilà, par exemple, ce genre de les choses. Usos récemment. Exactement. Ouais. Ou Et les puis Hardy. l'exemple, enfin le sous-exemple ultime, c'est ce qu'on appelle le screw job. Donc arnaquer un catcheur, lui dire qu'il va gagner par exemple et finalement le faire perdre devant le public, quelque chose qu'il ne s'attendait pas et dont il n'était pas au courant ni d'accord. Comme disait Dalida, et de longues paroles. Voilà, donc là c'est pas une question de créativité mais plutôt d'abus de pouvoir. Et puis après le dernier angle un peu plus mal connu, j'ai envie de dire, mais parce qu'il y a beaucoup moins d'exemples, c'est le côté manipulateur, parfois booker des choses et ne pas les dire à d'autres contributeurs ou créatifs à l'intérieur, garder un peu secret des choses en interne qui n'ont pas besoin de rester presque secrètes. Un booking méta en fait, on verra qu'il y a des exemples qui vont dans ce sens-là. Ok, très bien. On les aborde, je pense, dans cet ordre-là, sauf avis contraire. C'est parti. On va commencer justement par le mauvais booking, comme tu nous disais, Félix, qui ne dessert personne, qui fait ni suffisamment briller ou ni n'enfonce pas assez le catcheur qui est censé être mis peut-être à un moment de son rôle à 36 pieds ou même 6 pieds sous terre, c'est suffisant. Je sais pas pourquoi j'en rajoute 30 de plus, mais en tout cas, voilà, on va commencer par ça. Est-ce que un exemple qui vous vient spontanément à l'esprit sur ce... Ouais. En même temps, on peut en prendre des récents même. À Bleu, tout le monde est mal booké, donc de toute façon, des exemples, il y en a tous les jours, quoi. Ça, il y en a des exemples tous les jours de ce truc-là. La WE, en général, même quand il y a des choses, c'est assez incroyable, comme ces dernières années, surtout même dans la dernière année, on peut constater que même quand il y a un truc qui marche spontanément, organiquement à un moment donné, à partir du moment où ils le prennent en main, où ils le bookent, où ils l'organisent, ils vont commencer à dégrader un petit peu l'intérêt des gens pour ce truc-là. Ouais. Ils l'ont fait pour, par exemple, un exemple flagrant de mauvais booking. Alors, en l'occurrence, c'est un peu ambigu parce que je sais pas, là, on parle de booking qui n'est pas punitif. Yes. Mais là, en l'occurrence, parfois, on ne sait pas trop s'il est punitif ou pas. En l'occurrence, par exemple, Becky Lynch, qui était extrêmement over. Il y a encore pas si longtemps. Sur sa route pour WrestleMania. Et elle était hyper over en tant que rebelle un petit peu à la Stone Cold. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils la font s'excuser devant Stephanie McMahon. Ce qui est après le pire truc qu'on puisse imaginer pour quelqu'un. Alors, on pourrait considérer que du coup, là, c'est du booking complètement maladroit. Là, je trouve qu'on est déjà peut-être un peu en train de manger sur une forme punitive. Oui, mais parce que je pense qu'il y a on sait pas en fait. C'est-à-dire qu'il y a une logique. Je pense que eux ils se disent. Ça faisait plus scénarisation en mode oh là là, elle a fait quelque chose de grave, faut qu'elle s'excuse. Non, mais le problème c'est que souvent ils se disent que, mais c'est encore d'autres questions de dramaturgie qui se posent, mais ils se disent souvent on va victimiser un face, donc un gentil. Pour comme ça, les gens vont bien l'aimer. Donc voilà, on va victimiser la pauvre Becky Lynch qui va devoir un petit peu s'humilier en acceptant de s'excuser auprès de Stéphanie. Et les gens, du coup, vont la soutenir. Sauf qu'en fait, non, c'est parce que les gens, là, en l'occurrence, c'est maladroit. Après, moi, ma théorie sur le coup, mais là, je fais rapidement une petite parenthèse. Moi, ma théorie à l'époque, c'était que c'est qu'en fait, c'était pas punitif, parce que c'est pas pour la punir. C'est plus une autre idée. C'est qu'en fait, il y avait Ronda Rousey. Et que Ronda Rousey était leur vrai. En fait, eux, ils auraient bien voulu Ronda Rousey contre Charlotte. Ouais, c'était leur élu à eux, quoi. Ouais, et ils voulaient Charlotte aussi. Donc, ils voulaient Charlotte, Ronda Rousey. Becky, c'est le public qui leur a imposé. Becky, ils ont essayé en vrai d'en faire une heel avant pour que le public arrête de vouloir Becky, mais ça n'a pas marché. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on n'y arrive pas ? On essaie de la rendre un peu moins cool, en fait, quoi. Moi, je pense qu'ils ont fait ça pour que Becky soit un peu moins over, ce qui a marché. Et pour que les autres soient un peu moins hués ou que tout le monde soit pas obsédé par... Au final, du coup, c'est un peu... Il y a un côté conscient derrière, quoi. Ouais, voilà, là, je pense, après, c'est ma théorie. Mais ouais, ça fait un peu penser Enfin, pas penser, mais on dirait presque du défavoritisme, quoi. Là, dans le sens où t'as des chouchous et malheureusement, ils sont pas autant aimés que toi, tu les aimes, en tant que booker, je veux dire. Et du coup, tu
défavorise volontairement le chouchou du public pour pas qu'il soit aussi mis en avant organiquement. C'est surtout que l'exemple là pouvait pas être mieux trouvé dans le cas de Becky Lynch comme on va dire grain de sable dans le rouage, parce que cet exemple là, c'est quand même, tu disais, Ronda Rousey d'un côté qui représentait ce fantasme de Vince McMahon à l'échelle de la WWE, de rendre encore plus sportif le catch, en mode on va attraper des gens qui savent taper pour de vrai, et d'un autre côté Charlotte Flair qui est de la maison, quoi, qui est héritière effectivement de Ric Flair, etc. Donc c'était entre guillemets pour eux plus qu'une affiche rêvée et une usine à fantasmes, et voilà, ils se sont retrouvés avec un truc, ça n'allait pas comme ils voulaient. Mais ouais, tu allais rajouter, excuse-moi Félix. Non, après là il y a le côté donc on dit ça flirte avec le booking le mauvais booking volontaire en gros, mais dans le booking plus involontaire, il y a aussi, par exemple, je sais pas, je pensais à, il y en a plein des cas comme ça, mais là je pense à Cedric Alexander. L'année dernière, il était vachement pushé en mid-card contre AJ Styles, il avait des super matchs contre des main eventers et tout ça, et puis d'un seul coup, ça s'est arrêté. Juste parce que les bookers, donc en l'occurrence Vince McMahon et ses scénaristes et compagnie, ils l'ont oublié, ou alors ils en ont préféré un autre et ils sont passés à autre chose. Mais du coup, tout ce progrès, cette progression du personnage auprès du public, elle a complètement été bazardée. Et depuis, Cédric, il n'est pas utilisé et on ne sait pas ce qui se passe. C'est simple, on le voit plus. Rick Swann, il est parti dans le même ordre d'idée, il est parti à Impact. Et voilà. Puis ils sont laissés vraiment dans le vide, quoi. Ouais. Ils sont pas mis au courant de rien du tout. Dans ces cas-là, quand c'est un peu violent comme ça, où en effet il y a quelqu'un qui a l'air d'être pushé, puis la semaine après il est plus pushé, on se demande toujours si on a toutes les données. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que c'est pas forcément punitif, mais en fait, il peut y avoir des trucs backstage. Ça se trouve, il a dit quelque chose qu'il fallait pas. Ouais, mais très clairement, là, je pense qu'en général, quand il y a ce genre de truc, évidemment, on n'a pas toutes les clés, comme tu dis, c'est très difficile, c'est très hermétique comme milieu. Mais en général, il y a toujours des rumeurs qui sortent, qui sont vraies ou pas, mais il y a toujours un truc. Enfin, pour le coup, Cédric, pour l'instant, il a aucune casserole au cul. Il n'y a aucune raison que ce soit de sa faute qu'il ait été abandonné comme ça d'un point de vue du booking. Ça sent vraiment le truc, ok, je l'aime bien, je le push, et puis après je m'en délaisse, je prends un autre jouet. Comme un gosse avec son jouet. Exactement, voilà. je prends mon autre jouet qui est plus reluisant, qui est plus nouveau, et je tente avec, et puis je l'oublie, quoi. C'est Toy Story en fait. Oui, voilà, mais je sais pas, je pense que c'est généralement un peu plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a toujours une raison plus humaine, oui. Non, mais pas plus humaine. Oui, mais quand je dis humaine, c'est pas genre dans le sentimentalisme. Hein, c'est... Ouais, non, mais je veux dire qu'il y a aussi des raisons purement logistiques et ponctuelles. Par exemple, je pense qu'il y a souvent, on sous-estime souvent le fait que peut-être qu'ils se disaient à un moment donné, tiens, on va pusher tel catcheur parce qu'on aura besoin, parce que genre dans 2 mois il y a tel événement et on va avoir besoin de quelqu'un pour faire ci, pour faire ça. Mais en fait, parce que du coup celui-là il est pas là, donc on va devoir faire autre chose, donc du coup le main event sera autre chose, donc on va pas avoir besoin de ce match-là. Donc du coup celui-là en fait on en a plus besoin, donc hop là, je pense qu'il y a souvent un truc comme ça par exemple, tu vois. Là quand tu parles de logistique, à la WWE ça s'applique pas trop parce qu'ils sont, certes c'est toujours des auto-entrepreneurs, enfin des intermittents techniquement, mais ils sont tous quasiment salariés parce qu'ils travaillent exclusivement pour la WWE. Donc la WWE elle les appelle, ils sont là, ils sont tous à disposition. Quand je dis logistique, je veux dire plus en termes d'organisation, plus en termes de booking et d'organisation. C'est-à-dire qu'il y a des plans à un moment donné et que les plans pour plein de raisons changent tout le temps et que donc parfois tu as des victimes de ces changements de plans. C'est-à-dire collatéral en gros. Oui, par exemple, je prends un exemple évident avec Kevin Owens qui se fait au hasard. Carotte tous les ans. Et généralement, c'est en partie parce que ils pensent pas qu'il va vendre 70 000 places à lui tout seul, mais c'est aussi parce qu'à chaque fois il y a des trucs qui arrivent un petit peu avant. Typiquement, voilà, pour prendre un exemple, il aurait dû avoir là il y a un exemple évident où il aurait dû avoir un gros match au dernier WrestleMania, mais en fait Kofi Kingston est devenu super populaire, voilà, et donc du coup en fait ils ont complètement zappé ce qu'il devait avoir, voilà. Mais l'année avant, il devait avoir un gros match avec Shane. En fait, Daniel Bryan est revenu, a été green-lighté par le médecin. Et du coup, ils ont dû changer tous les plans. Et du coup, en fait, Kevin Owens, c'était juste un petit truc dans cette histoire qui avait toute l'importance. Donc, ça pour dire que souvent, il y a des petites choses qui changent, comme il y a des gens qui se blessent. Ou typiquement, là, voilà, il y a Goldberg qui revient là. Peut-être que si Goldberg, en fait, il s'était
il avait pas pu être là au dernier moment, ou alors parfois ils sont pas sûrs. Ça, c'est Donc, encore autre chose pour moi. Goldberg, c'est le cas des part-timers et c'est le cas de. Ouais. Ils viennent, c'est des grosses stars, du coup, faut qu'ils gagnent et après ils repartent. Et ceux qui ont perdu, ils ont plus l'occasion de prendre leur revanche et d'être mis en avant. C'est encore un autre souci. Oui, mais c'est aussi que C'est le notre booking est organe, imprévisible. Et Ouais, que, du mais- coup, il y a des gens qui sont victimes. Parce que ce que je veux dire, c'est pour Cédric Alexander, où ils l'ont oublié, comme tu dis, où ils avaient prévu un truc pour lui, puis en fait, ils ont décidé de le donner à quelqu'un d'autre parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui peut-être n'était pas disponible, qui maintenant était Il y a disponible. ça, Et donc, du puis- coup, en fait, hop là, ils ont changé leur. On peut aussi nuancer qu'ils étaient dans des T'abandonnes factions. quand même ton talent. quoi. Oui, et puis on Oui. peut nuancer aussi qu'ils étaient dans des factions qui n'étaient pas beaucoup pour leur rendre service, hein, vu qu'ils étaient dans Cruiserweight puis devenu 205 après. Donc ça Peut-être que, aide pas trop au niveau du push. Sincèrement, quand on voit la base de ceux qui y étaient, c'est un peu comme les trucs des anciennes sitcoms. Que sont-ils devenus, quoi? Parce que là, on les... Je sais pas, hein, je crois que je dis pas de bêtises. Perkins, il est parti à Impact. Je parlais de Rick Swann, pareil. Alexander, il est où du coup? Il est à 205 Live ou pas du tout? Non, il catch juste non, pas. il catch pas. Il est simplement. toujours. C'est étrange. Ouais, C'est le compagnon en de général, Big, mais- c'est le compagnon de Big Swole, c'est tout. C'est bizarre parce Oui, que le c'est fait vrai. qu'il soit oublié, moi j'ai tendance à. Ça m'étonne dans le sens où. En général, quand quelqu'un vraiment est complètement absent, alors qu'à un moment donné il était à l'écran, qu'il n'est pas blessé et qu'il est absent, Mm. en général il y a une raison quoi. C'est pas juste qu'ils ont. Après, Bah, c'est Il la y a une question. raison pour des gros catcheurs ou des, C'est la question, des main eventers, des trucs comme ça, mais Peut-être qu'ils des sont- gars comme Cédric Alexander, que- il y en a à l'appel qui sont peut-être pas qu'ils- employés. Peut-être qu'ils quoi. veulent pas, peut-être qu'ils par exemple ils considèrent. C'est horrible, hein. Mais par exemple, moi, si j'essaie de trouver des raisons plus logiques, peut-être qu'ils considèrent par exemple que Cédric Alexander c'est un peu doublon avec Ricochet parce qu'ils ont des styles un peu similaires. Et que du coup, comme il se focalise vachement sur Ricochet, bah il y a quelqu'un qui s'est dit bon bah c'est Alexander, on va peut-être le Oui, mettre mais de du côté coup- parce que du coup voilà ça peut Du être coup, ça. ils par ont exemple. quand même énormément de shows, énormément d'heures de programme, de TV time, comme on Oui, dit, mais parce que parfois, c'est ils ça se disent- la monnaie mais du truc, parfois, ils c'est se le TV disent- time. Je vais encore prendre un exemple Owens parce que du coup mais c'est pour illustrer. Non mais c'est pour Non mais illustrer. vas-y. À un moment donné il y avait je sais plus d'ailleurs à WrestleMania avant qu'il y ait le match avec Shane et Brian il y a 2 ans. Il n'y avait rien de prévu pour Owens. En l'occurrence, c'est un bon exemple. Il n'y avait rien de prévu pour Owens parce que, comme il ne savait pas si Brian serait Apte autorisé ou pas, il ne savait pas, ils n'avaient pas de plan. D'ailleurs, là, c'est à peu près la même situation en ce moment où ils ne savent absolument pas ce qu'ils vont faire à Mania pour plein de catcheurs. Donc, il n'y avait pas de plan. Donc, c'était en mode bon, bah, pour l'instant, tu restes là, tu es à la télé, mais pour l'instant, on ne bouger. sait pas ce que tu vas faire. À un moment donné, il y a des gens qui se sont dit, parce qu'au final, il n'était pas à Mania du tout. Il y a des gens qui se sont dit, mais ils auraient pu le foutre dans un Battle Royale au moins. Parce qu'il y a il y avait eu un entrée de géant, un entrée de Giant Battle Royale bidule. Non, mais ça, Sauf c'est pour que- les jobbers. ça. Sauf que voilà, tu peux pas mettre Owens là-dedans. Donc du coup, et peut-être que si ça se trouve, il se dit Cédric Alexander, on va pas on l'utilise pas parce que maintenant il y a un truc qu'ils faisaient pas avant. Donc c'est intéressant par rapport à ces problématiques. Vas-y. C'est que maintenant, j'espère que j'arrive pas trop par rapport au sujet, mais bon, c'est lié. Maintenant il y a un On te truc, dira. il y a un truc qu'ils font maintenant, c'est qu'ils se disent, ok tel catcheur, pour l'instant on n'a pas grand-chose pour lui. Plutôt que de faire n'importe quoi, on va le laisser de côté pour Pourrir. pouvoir. Ils ont fait ça avec les AOP par exemple. Les AOP, à un moment donné, ils auraient pu Pourtant, vu revenir, le nom, mais ils n'étaient pas sûrs. Ils étaient pas sûrs de comment les faire revenir, et ils sont pas revenus avant d'être associés à Rollins. Alors qu'ils auraient pu revenir avant. Parce qu'ils n'avaient pas un plan direct pour eux, mais c'était pas en mode on les a oubliés, on veut pas ah, les utiliser. AOP Author les of AOP, Pain. Author of Pardon. Pain. Non, parce que moi je croyais que c'était une catcheuse qui s'appelait Léa OP. Ah. tu sais, vu son nom, c'est un peu con, quoi. Pardon. Non, c'est donc les Author of Pain. Ils se sont dit, ils n'ont pas oublié les Author of Pain, ou alors ils les aimaient pas. Ils se sont juste dit, on va les garder sous le coude, et quand on aura un truc bien pour eux. Donc peut-être que c'est Alexander, ils se disent, là, si on met à Raw, peut-être qu'en fait, si ça se trouve, j'essaie d'être optimiste, hein. Peut-être qu'ils se disent, là, il va être complètement. Si on le book maintenant, il va perdre des matchs, c'est parce que là, il va perdre Le contre jobber, Ricochet, quoi. il va voilà. Parce que c'est Donc pas on notre va peut-être le priorité, laisser de etc. côté. Et quand on aura un petit spot, voilà. Après, ça peut être horrible parce que ça se trouve le spot il arrivera jamais. Et au final, tout le Oui, monde aura oublié, et potentiellement. voilà, quoi. On a pas mal, ça n'empêche pas d'y revenir et on va sûrement y revenir parce que très souvent on frappe autant qu'on aime la WWE parce que c'est le meilleur. Enfin, c'est comme en sociologie en vrai, il y a tellement de catcheurs que ça reste le vivier le plus facile pour se faire une idée à grosse échelle. Mais est-ce que il y aurait des exemples d'autres fédérations sur ce qu'on est en train d'évoquer là présentement Et peut-être sur 50-50 aussi, du coup, parce que bon, c'est vrai que moi j'ai un peu. Récente mais, ou tu voulais parler de passée. Oui, 50-50, sur le mais- 50-50, c'est un truc plus
C'est pas autant systématique, j'ai envie de dire. C'est Même à la plus New Japan, vraiment il y a un du style. 50-50. Oui, il y a du 50-50 Le aussi ailleurs. 50-50, moi je l'ai beaucoup ressenti depuis ces dernières années où j'ai essayé de m'y mettre un petit peu doucement sur Impact. J'ai très souvent ressenti à la Impact sortie. récemment. Ouais, on va dire ces 5 dernières années. J'ai très souvent ressenti ce côté où, bon, à part récemment sur l'ère de Brian Cage où il a roulé sur tout le monde et que ce soit en départ de blessure, en retour ou machin, voilà, c'est Monsieur Impact quoi. Mais voilà, moi honnêtement quand je regarde des shows, c'est ce qui fait que je suis souvent très perdu, encore plus que sur certains moments quand ça va pas à la WWE. C'est ok, d'accord, c'est. Mais après, juste On pour est où préciser le 50-50, parce que Oui. on a dit à quoi ça correspondait, mais il y a aussi le 50-50 De Jean-Pierre Foucault, ouais. Non, c'est bête. Qui veut gagner 2 millions Le milliard. Embrassez-vous, Non, mais bordel de merde. le 50-50 voulu et justifié, par exemple, ça on le voit beaucoup à la New Japan, effectivement, mais la plupart du temps c'est, j'ai envie de dire bien foutu, mais pourquoi bien foutu? Parce que tel catcheur va gagner une fois, l'autre catcheur va prendre sa revanche et va le battre, et après ça va permettre de faire en sorte que la belle a plus d'enjeux, du style auquel les deux ils sont au même niveau, lequel va vraiment réussir à gagner cette fois-ci. C'est le truc classique quoi. Mais après le problème du 50-50 c'est surtout c'est quand ça dure. C'est-à-dire que là, C'est tu quand dis ça dans, dure, un, c'est dans le quand- cas d'un truc à 3 voilà. matchs, pourquoi pas c'est quand tu fais quand c'est le les même 8 match semaines toutes de- les semaines pendant 5 semaines, Ricochet, Cesaro, je sais pas combien de fois ils l'ont fait, genre de truc il y a quelques années. Ça a beaucoup été ça sur NXT aussi hein, à un moment. On en ressort doucement, mais il y a eu une longue période où c'était souvent les mêmes. C'est vraiment les deux catcheurs qui marchent bien Ouais. ensemble, du coup on va les mettre plein de fois jusqu'à ce Ouais. qu'on trouve vraiment Après, un angle d'attaque ouais, c'est ça. narratif, et finalement Je voudrais dire un truc par rapport au 50-50, c'est que c'est aussi, comme on parle de booking et comment il peut être négatif pour un catcheur, il y a pas mal de théories qui peuvent s'affronter sur comment... Parce qu'au final, la question, c'est qu'est-ce que booker un catcheur bien, si on se demande pour comment le booker mal, et comment donner de l'inertie, du momentum à un catcheur. Et le truc, c'est que souvent, on se rend compte quand on entend un petit peu les geeks sur Internet, les smarks, souvent on les entend, et en fait, pour eux, un catcheur, pour qu'il soit bien booké, il faut qu'il gagne tout jusqu'à devenir champion, puis voilà. Le problème, c'est Alors que que c'est pas ça, dès que tu commences à être... Mais je pense que c'est intéressant, c'est que je pense que si on parle de 50-50 et de différentes brands, Marque. en fait, ça dépend... ça n'a pas la même valeur en fonction des endroits. C'est-à-dire que typiquement, à la New Japan dont tu parlais, comme il y a un côté extrêmement sportif, qu'un catcheur perde, c'est pas forcément gênant parce que de toute façon, tout le monde est en mode hyper humble et voilà, Ibushi peut perdre ses 2 matchs de Wrestle Kingdom, mais au final, il peut revenir après, c'est pas forcément gênant. Alors qu'à la WWE, quand t'es un face, perdre, c'est un peu genre, voilà, rentre chez toi, quoi. Tu seras jamais Ta le mère a super fait des héros gaufres. que les gens veulent parce que t'as perdu, donc c'est mort. Donc c'est pour ça d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont obligés d'avoir du shenanigan et que le méchant triche tout le temps. C'est parce que le gentil, une fois qu'il a perdu clean contre le méchant, il y a c'est plus rien très à difficile faire, à WWE, c'est très difficile dans la façon dont il fonctionne. Donc c'est là que une défaite, parce qu'au final c'est un peu de ça dont on parle, c'est là qu'une défaite peut être extrêmement dommageable à la WWE, alors que dans d'autres, à New Japan c'est beaucoup moins gênant parce qu'il y a un côté... Je vais peut-être exagérer, mais j'ai l'impression que à la WWE, la défaite est vachement plus impactante que la victoire, alors qu'à la New Japan, par exemple, c'est l'inverse. La défaite, tu l'oublies un peu plus vite, alors que la victoire, ça a une importance capitale de gagner à la New Japan plus qu'à la WWE. À la WWE, tu gagnes, et puis voilà. À part si c'est un match de number one contender où là, il y a un enjeu à court terme, le reste du temps, tu gagnes, tant mieux pour toi. Mais... Oui, et c'est aussi le truc... Alors que t'as perdu, genre, oh là là, t'as perdu, mec. C'est chaud, quoi. C'est aussi le truc dont parlait... dont se réclamaient les AEW, alors qu'en fait, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais comme moi, je suis plus... Avec les trop- rankings, là, les classements. Non, oui, et puis ils disaient surtout que les victoires et les défaites allaient compter. Et en effet, Pour l'instant, ça va. ça c'est un truc, à NXT par exemple, a priori, le roster est tellement serré que il y a une espèce de mid-card, mais qui est en fait, il y a pas longtemps, la mid-card c'était Keith Lee et Dijakovic, c'était la mid-card, quoi. Je veux dire, à un moment donné, le roster est tellement serré qu'on peut vachement passer du mid-card à main event quasiment très vite. Et du coup, n'importe quel feud, n'importe quelle rivalité, pour parler français, les victoires et les défaites ont vachement d'importance. Donc du coup, c'est ça qui est positif. Mais c'est aussi là que tu peux faire plus de mal à un catcheur en le faisant perdre.
Mais du coup, ça a un vrai poids parce que quand tu as un truc, quand Matt Riddle, par exemple, commence à arriver à AEW et qu'il a des matchs contre Cassius Ohno et tout, heureusement qu'il les gagne, quoi. Mais dire, après, quand il commence à avoir des matchs contre, je crois qu'il a perdu. Même Velvet Dream au début a perdu des matchs, par exemple. Et c'était pas. Enfin, ça aurait pu être un signe qu'il croyait pas trop en lui, par exemple. C'est un peu cette, ce qui a commencé comme une parodie, mais qui résume bien la chose. Hein. On le salue parce qu'on l'évoque souvent. C'est un exemple. Sturi de Cessal Catch qui dans cette parodie de Vince McMahon dit tout le monde reste fort. Avec une espèce de voix imitée de Vince McMahon, et ça me vient particulièrement à l'esprit dans ce que tu viens de dire, Michael, c'est-à-dire que dans cette hiérarchie où les différences de talent sont tellement minimes, on a tellement, alors franchement, sortez le nez 2 secondes quand vous regardez ce qu'on a en ce moment, on vit vraiment, autant il y a une tendance réac, on vit vraiment une époque, je trouve, formidable en termes de qualité de catch. C'est vraiment dingue, et c'est difficile, et c'est aussi pour ça qu'on a ce genre d'émission de faire la part des choses. Donc ce qui part d'une blague, d'une boutade, tout le monde reste fort, c'est aussi un constat de ce que tu viens de souligner, que les limites sont extrêmement poreuses, quoi. Puis ça aussi, c'est une marque de favoritisme, le fait de rester fort. C'est vraiment genre, ok, on va mettre ce talent en avant parce que les gens ils l'aiment, mais c'est mon talent à moi qui va rester fort parce que je veux qu'il reste fort, parce que c'est mon vœu à moi. Et qu'est-ce qu'on instaure derrière aussi une victoire? Est-ce qu'on installe une dynastie, un truc? Enfin, ça dépend de plein de choses. Il y a 2 choses dont je voudrais parler, mais juste après ça, je te laisse, mais c'est ce qu'on se disait sur le dernier live quand on parlait justement de Ciampa et Gargano, quoi. On se demandait, finalement, NXT c'est tellement resserré au niveau des talents de chacun. On les mêmes, on retourne le truc, mais on recommence quand même. C'est ça, et donc ça reste un petit peu le All Elite, pour faire une référence à un autre domaine un petit peu restreint. Et on a eu la même situation d'hégémonie aussi à la NJPW, justement, quand The Elite ils ont commencé à installer leurs trucs sur différentes fédérations, parce qu'ils papillonnaient partout, autant quoi. À la ROH qu'à la NJPW, que partout dans les pays anglo-saxons, etc. Bref. Voilà. Oui. Et donc, mais et pour revenir sur l'exemple de est-ce que bien booker un catcheur, ça veut dire le faire gagner tout le temps. Pour le coup, il y a un contre-exemple, alors ça date, mais c'est un exemple plutôt historique, mais genre dans les années 90 à la All Japan Pro Wrestling, quand il y a Kenta Kobashi. Pas tant que ça, hein. Oui, mais quand même, ça va vite dans le monde du catch. Quand Kenta Kobashi, la légende maintenant, très connue pour ses lariats et tout ça, a débuté, ils l'ont fait perdre systématiquement tous ses matchs pendant des mois, quoi. Voire même plus, je sais plus pendant combien de temps, mais vraiment pour installer une espèce de... mais peut-être que c'est différent aux États-Unis, mais peut-être au Japon ça a fonctionné en tout cas, parce que ça a installé un amour, ok, il est perdant, mais il y va quand même, il essaye. C'est très culturel, c'est cliché. Et finalement, c'est comme ça qu'il est devenu connu au Japon, et quand il a gagné, quand il a enfin gagné, ça l'a vraiment propulsé. Alors, oui. Preuve que parfois, perdre, au Japon, quand c'est bien fait, quand c'est bien préparé, quand c'est bien pensé... Au Japon, il y a toujours cette philosophie qui est en fait pas tellement, en tout cas à AEW ou aux États-Unis, d'humilité et d'abnégation, de travailler, de bouffer de la merde. Il suffit de voir les promos d'Ibushi quand il est là et qu'il a perdu son 3e match du G1 et qu'il est là en mode je suis désolé, la prochaine fois je ferai mieux. Je vous ai déçu, c'est de ma faute. Et il est à moitié mort. Ça, on ne verrait personne faire une promo comme ça à AEW. C'est vrai. Tout le monde doit être hyper orgueilleux, tout le monde doit être fort. Tout le monde doit être fort, sauf que malheureusement, il y en a qui ne sont pas, et du coup, ça les tue beaucoup plus. À la WWE, ceux qui ne sont pas forts, c'est des jobbers, quoi. Voilà. Après, ils sont ridicules, ils sont absurdes, ils sont après pathétiques. On caricature, mais ceci dit, quand même, à la WWE, il y a quand même une upper mid-card, et il y a des gens qui sont quand même en haut, qui sont jamais loin du main event, et qui perdent leur match, et ils sont toujours over, et ils sont toujours... Enfin voilà, il y a plein de... J'en connais un, là, New Japan, qui est comme ça. Ishii, on est pensé tous très fort. Il perd un peu tous ses matchs. Pas qu'en ce moment, ça fait un moment, malheureusement. Non, parce qu'il était quand même... ça commence à faire un paquet d'années. Non, enfin... peut-être pas tous ses matchs. Genre, il gagne. Non, là, il en gagne vraiment, là, il les perd vraiment. Enfin, je veux dire, il avait encore le titre
Never il y a pas si longtemps. Ouais, qu'il avait repris Mais à là, Tai c'est Chi. vrai que là, surtout le fait qu'il, bon là, ce week-end, cette semaine, c'était le premier Au moment où on contender enregistre. pour Ouais. le titre de Takagi. Donc le fait que ce soit le premier, c'est un petit côté. C'est pas un vrai contender pour le titre. Or, il a pas grand-chose d'autre à avoir, donc en fait, c'est un peu inquiétant. Mais bon. Je pense qu'on aura fait un assez joli tour. Hein. Ça empêchera pas évidemment peut-être des reprises de cette idée du mauvais booking. Je terminerai avec un dernier truc à souligner avant de passer à la seconde partie. C'est comment dire, c'est aussi l'exemple du catch français, mais qui lui est en train justement de se forger. Quand je dis ses lettres de noblesse moderne, on va dire, parce qu'évidemment il y a tout un héritage, un âge d'or du catch français qui est très lointain quand même. Qui est très lointain, tout à fait. Mais là, on voit, et on en parle souvent sur nos dernières émissions, et on est loin d'être les seuls, qu'il y a quand même de plus en plus une cohérence globale et des matchs, je dirais pas insipides, c'est-à-dire la qualité était là, mais en termes insipides dans ce qu'on dit justement de mauvais booking, d'un 50-50, où personne ne ressort vraiment grandi, ni complètement mis de côté, avec l'espoir qu'il pourrait revenir en force, mine de rien, etc. et ça va rejoindre mon dernier de petit crayon. point, c'est l'influx narratif qu'il y a derrière. Dès que tu mets un peu de narration, Pete la Balek. victoire et la défaite, ouais, toujours présent. On t'aime. La victoire et la défaite, ça influe sur ta position en tant que personnage et Bien sûr. dans ton interaction avec le reste Normalement, de en tout cas. l'univers. Mm. Normalement, mais en fait, en l'occurrence, Mm. là où c'est bizarre, c'est quand c'est mal foutu, c'est que justement parfois il y a des gens qui perdent et qui derrière c'est ça. sont récompensés. C'est-à-dire que c'est la narration qui permet ça, mais justement, pour moi, le mauvais booking involontaire, c'est juste un gros problème d'écriture, quoi. C'est pas préparer les trucs à l'avance, pas penser les choses à l'avance, pas les écrire, quoi. Et du coup, un coup tu le fais gagner, et puis le lendemain t'as oublié, et du coup tu le fais perdre, ou alors t'as changé d'avis, et tu t'es pas fixé un objectif, quoi. De casser le momentum d'un catcheur, quoi. Exactement. C'est la manière implicite de Félix de vous dire qu'il faut regarder Power, que les choses préparées et écrites à l'avance, ça marche bien, et même de manière Non, très mais concise. L'AEW aussi, hein. Très bien, L'AEW, ouais, ça va, ça vient. On passe au booking dit humiliant ou Le gros punitif. morceau. Alors évidemment, l'exemple on vous évoquait l'été dernier Yes. sur les quais, EC3, un petit peu emblématique au D'ailleurs, point où ça donnait naissance. Where is EC3? MIA, voilà, un peu perdu, Missing in Action, et puis surtout toutes les vidéos sur Botchamania où les mèmes on le voit complètement dépité À l'époque, pendant ouais, les promos ou les trucs, voilà, effectivement c'est assez emblématique, c'est comme Cédric Alexander, sauf que à la grosse nuance, c'est qu'il y a un moment on se demande sincèrement qu'est-ce qui se passe, quoi. Il y a une dimension d'acharnement, donc on peut commencer par son cas et puis on élargira progressivement. Je sais pas, un de vous deux sur EC3. Alors moi déjà sur le qu'est-ce qui se passe, moi je commence à me demander parfois s'il n'y a pas un côté déjà peut-être ceux qui ont été, je me demande si parfois il n'y a pas un truc un peu contre ceux qui ont été à la TNA en fait. Alors, Oui, pas forcément le cas avant il y de avait tous, ça, hein. mais je me demande s'il n'y a pas un peu de ça, et je me demande si aussi il n'y a pas un côté alors c'est marrant parce que ça marche, genre Drew McIntyre ça a très bien marché pour lui, enfin on va voir. Oui, mais lui il venait de la WWE à la base. Oui, mais il y a un truc, c'est que C'est il y a un différent. truc, c'est qu'il y a des catcheurs qui viennent de la WWE. Ah. Ils sont très mal EC3 utilisés à la aussi, tu me WWE. dirais, mais le personnage c'est la TNA. Mais ils viennent de la WWE. Et oui, voilà, le truc c'est que son personnage en effet vient de l'extérieur après. Mais le truc c'est que je me demande si parfois il n'y a pas le phénomène qui peut agacer Vince McMahon, ou je sais pas, qui est que il y a quelqu'un qui à la WWE est très mal utilisé, puis il va se faire un nom à l'extérieur et revient en mode maintenant Oui. parce qu'on pourrait se dire ça avec Bobby Lashley un peu aussi, même si Bobby Lashley pour l'instant Oui, n'est parce pas que Bobby Lashley complètement a un impact, humilié ni rien. c'était un monstre, hein, quand même. voilà. On en Et- avait beaucoup parlé effectivement de ce sadisme latent de Vince McMahon et d'un côté qui serait presque revenge movie ou revenge Ouais, porn. c'est vraiment genre Ce côté tu m'as trompé entre guillemets en partant oui, puis il ailleurs. y a le en te côté faisant briller. en fait T'en as aimé d'autres. tu crois que tu vaux mieux que ce que tu valais à l'époque. Ouais, tu c'est vas ça. voir à Bah, la en fait, WWE, non, c'est tu vois, pas EC3, pareil, quoi. c'est ça, quoi. Tu peux C'est genre, briller bah qu'avec non, en moi. fait, Ouais, ouais. t'es toujours qu'une merde en fait. C'est Voilà, c'est donc, comme les relations d'emprise effectivement Oui, dans voilà. certains Rappelle-toi couples. CM Punk,
qui débarquait de la Ring of Honor à l'origine et qui était vachement en mode ok, je suis à la WWE maintenant, je vais avoir des grosses opportunités, je vais pouvoir montrer ce que je sais faire sur un large spectre de public. Et puis tout de suite quand il est arrivé, tout le monde l'a traité comme, la liste comme est de longue, la merde. CM Punk, Kevin Owens, enfin Kevin anciennement Oui, mais Kevin après, Steen, au fur et à mesure des générations, ça s'est apaisé. Genre, regarde Seth Rollins, il a pas eu ce problème-là, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a Alors quand même que eu CM Punk d'entrée, c'était. Non, mais de cette période-là, il y en a eu pas mal en prenant le cas du les vivier premiers, ROH, Samoa Joe aussi, lointainement. Le seul qui a un peu échappé, c'est Daniel Bryan. Hein. Et encore, attendez. Pendant des années, il s'est fait chier dessus. Je termine. Attendez, je suis bien placé pour Daniel Bryan, s'il vous plaît. Calmez-vous. Non, ce que je veux dire par là, blague à part, c'est que quand je dis il y a échappé, c'est aussi par le soutien du public, là où un CM Punk n'y a pas survécu, je veux dire. Daniel Bryan, il a fallu effectivement tout ce passage où il a bouffé de la merde avec le Miz à l'époque du Nexus. Ils ont fait de la merde avec lui après. Oui. Et puis il y avait des trucs gravissimes, notamment même au niveau médical. Il y avait un super, si on vous retrouve le lien, un super article des Cahiers du Catch qui parlait de toute cette négligence aussi au niveau de la santé, de défavoritisme. Il avait, je crois, un staphylocoque ou un truc comme ça qui était dans volontaire. Le dos. Ouais, donc je l'ai pas rêvé, je me souvenais bien. Donc, mais quand même, il y a ce gros vivier de ROH encore une fois vers la WWE qui a bien fait les frais. Sami Zayn aussi, après le côté il est passé par la NXT, ils ont eu la NXT avec en fait dès qu'il y a eu la Owens, NXT ça a un peu changé parce que ils se sont fait respecter, c'est devenu un même sas. s'ils devaient travailler, ils ont dû repasser par le Performance Center, donc réapprendre le catch alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Triple H quoi, mais Triple H il avait un autre respect pour les catcheurs par rapport à Sami Zayn par exemple, parce que du coup il y a un truc aussi qui est parfois on se demande s'il n'y a pas un phénomène un peu de vouloir casser en effet ce qui ne devient pas la bleu, parce qu'il y a un truc qui est intéressant avec parce qu'il Zayn. était masqué par exemple. Oui bon ça. Tu penses pas à ça? Non je pense pas à ça. Je sais bien à quoi je pense. Vas-y. Non mais en fait typiquement Sami Zayn avait une rivalité très très longue avec Kevin Owens, avec Kevin Steen à l'époque. Je connais pas. Et du coup c'est très intéressant de voir comment ils ont beaucoup de mal. Alors c'est aussi un truc, c'est encore une question, mais c'est un problème qui se posait pas avant. C'est qu'avant la WWE ne faisait ignorer tout ce qui ne venait pas de chez elle. Il n'y avait pas de storyline qui pouvait exister en dehors de WWE. Ils ont commencé à un moment donné, grâce à NXT probablement, où du coup il y a un public beaucoup plus d'amateurs de catch qui voient d'autres promos, donc du coup ils pouvaient faire référence à d'autres choses. Donc ils ont commencé à pouvoir faire référence en introduisant des personnages, en disant aux gens vous les connaissez pas, mais en fait ça fait longtemps avant la WWE, ils ont déjà les ronds de cuir. Pardon. Et du coup pour Owens et Zayn, c'est intéressant parce qu'ils ont un petit peu joué là-dessus, mais qu'en même temps, très vite, ils l'ont un peu utilisé au début et après, ils se sont amusés un petit peu. Et c'est là qu'il y a toujours une espèce de sadisme un peu bizarre. Parce qu'on sait, quand on entend Owens et Zayn dans les interviews, pour eux, ils s'adorent et c'est très important pour eux qu'ils se mettent en valeur et qu'ils aient des matchs très importants entre eux. Et à un moment donné, il y a un truc qui a été horrible, dont on n'a pas énormément parlé, mais Owens en parlait dans une interview à Jericho, il y a quelques années. Il disait... On a beaucoup souffert parce qu'à un moment donné, il y a un truc qu'ils ont fait qui est horrible, qui n'est pas si inaperçu, mais c'est que non seulement ils bookaient le match tout le temps, Zayn Owens, mais ils en ont fait un match complètement anodin, et qu'il y a des moments en fait où quand Owens était heel et Zayn était face, voilà, où en fait Owens a un peu squashé Zayn à des moments par exemple. Et ça, par exemple, pour eux, c'est abominable. Parce que ça a un côté, non mais votre rivalité légendaire, vous faites le meilleur match hardcore de l'histoire de la Ring of Honor et tout. Mode, quoi. Bah là, il y a un côté maintenant, ça n'a plus de valeur. C'est juste un match de 2 minutes où voilà, on a pris quelque chose qui existait à l'époque, on a fait un truc complètement nul, on l'a tué, on a fait... Mais il y a alors... Du coup, bon, je vais pas monopoliser le micro, mais j'en reparlerai après. Félix, il y a un côté, Félix, il parlait du fait de jouer avec un nouveau jouet. Là, c'était plus, tu parlais plus d'un côté vraiment beaucoup plus intrusion et il y a un côté aussi apprivoiser les choses, c'est-à-dire que bon, c'est là que du coup, moi, je parlais un peu plus en détail de l'histoire Owens, parce que là, il y a tout un, pour moi, un problème de rapport à l'autorité, de relations extrêmement toxiques sur le milieu de travail et tout. Donc là, du coup, alors je sais pas si j'en parle tout de suite ou si vous voulez parler d'autre chose, parce que là, du coup, j'ai non, vas-y, enchaîne. Non, mais du coup, parce que alors, faut que j'aille vite parce que sinon. Ça va devenir le fil rouge. Non, mais très bon exemple pour te relancer et te laisser continuer, parce que c'est assez emblématique. La fameuse anecdote que tu me racontais, cette espèce de mini documentaire d'Owens qui, une fois qu'il avait gagné le titre américain. Non, pas américain. C'était le Universal qui venait vers Vince McMahon pour une forme d'approbation en mode, et qu'il l'envoyait perdre trouvé comme une merde. Tu confonds.
Je confonds, c'est le titre américain. C'est le titre américain. Oui, excuse-moi, autant pour moi. Ouais, c'est le D'accord. titre américain. Et mais alors oui, alors en fait, bon, alors pour Owens, le problème c'est que déjà, pour moi c'est l'exemple d'une relation extrêmement toxique entre Vince McMahon. C'est une espèce de power play bizarre entre Vince McMahon et un employé. Et puis il y a un côté père-fils Oui, mais toxique. justement Quoi. parce que Kevin Ça, il y Owens, a plein d'exemples de catcheurs comme ça avec lui. Ouais, probablement. ouais. Mais Kevin Owens, il faut savoir que c'est un gros marque, donc pas un Smarks, un marque de la WWE, c'est-à-dire que quand il était gamin, il était hyper fan de la WWE, Ouais. il était hyper fan de Vince McMahon, et que pour lui, c'était son rêve toute sa vie de pouvoir parler à Vince McMahon, de pouvoir être à la WWE, de pouvoir avoir des interactions avec Vince McMahon. Pour lui, c'est un peu comme un père spirituel, c'est voilà. Et ça, bon, Vince McMahon, il s'en rend compte. Et, il en joue. Et il a un côté, je te donne un truc, je te donne ton nonos, et puis après je te le retire. Un côté, je te dis. Côté père abusif, ouais. Alors, l'exemple très précis de ça, c'est qu'en fait, bon, il le push quand même pas mal au début. Il y a le match à WrestleMania, donc avec Jericho, donc que n'aime pas du tout Vince McMahon. Ok, bon, en plus c'est un très très bon match, mais qui n'aime pas parce que Owens n'est pas assez heel, si j'ai bien compris, dans ce match. Et qui dit, alors selon Jericho, donc en fait, c'est là, ce dont tu parlais, il y a cette scène backstage où Owens est hyper content d'avoir eu son match. En plus, il a gagné le titre américain et tout. Il revient voir son papounet adoptif et il lui dit est-ce qu'on est bon, en mode est-ce que c'était bien le match. Et donc McMahon lui dit lui fait non de la tête, non, ça allait pas quoi, non. Mais en genre je te regarde même pas, non, c'est de la merde. Dédain, genre j'ai autre chose à faire quoi. Et on voit ce plan et on voit Owens qui reste comme ça et qui dit plus rien pendant 2 minutes, son cœur est détruit en morceaux. Et le truc, c'est qu'en fait, tu veux dire un truc, Non, j'allais dire sans compter tous les scuds aussi où il lui sortait, ce serait bien que tu perdes du poids. Enfin, on pourrait. Oui, alors oui, ça, il a eu toute sa carrière, ça, c'est un truc. Là, avec Jim Cornette, il y avait pas mal ça aussi. Ouais, mais il y a eu des pas trucs, en t-shirt, machin. Et du coup, non, là où c'est malsain, là où je veux en venir, c'est que là où c'est malsain, c'est pour ça que je parle un peu de l'évolution. Du coup, ça c'était. Après, en fait, là, il était à Raw. Il passe à SmackDown avec son titre américain. À SmackDown, alors c'est aussi lié au problème de booking et tout. Vince McMahon, qui est très énervé de ce match à Mania, en gros se dit bon, maintenant à Raw, tu faisais ce que tu voulais, maintenant je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai heel et on va arrêter de rigoler. Donc c'est là que, j'en parlais dans les émissions live, c'est qu'en fait, il lui dit on va te raser la barbe. En gros, on va enlever tout ce que les gens aiment bien chez toi. Comme ça, tu vas être. Et ça, il y a un côté là-dedans. Appropriation de quelqu'un, c'est-à-dire que les gens aiment bien le Kevin Owens. C'est je te modèle toi, voilà. Alors qu'à la base c'est quand même des intermittents du spectacle. Quoi. Et il y a un truc, c'est que Kevin Owens, il y a un truc qui, moi, alors ça c'est moi qui l'imagine, mais je pense qu'il y a un truc qui a dû énerver énormément Vince McMahon. Parce que je pense que Vince McMahon est très sensible à ce genre de choses en fait. Quand il y a quelqu'un qui a un heel, pour lui c'est un heel. Et il aime pas qu'un heel soit populaire, pour lui il aime pas ça. Quand Kevin Owens a eu son titre universel, que Triple H lui a filé en ayant arnaqué Seth Rollins et Roman Reigns et tout, les gens c'était un heel Owens à ce moment-là. Les gens chantaient You Deserve It. C'était un moment hyper joyeux. Parce que les gens le connaissaient et tout, voilà. Et qu'il avait fait un long parcours. Et ça pour Vince McMahon, c'est presque aussi sensible que toi. C'est un accident de parcours. Pour lui, ça lui plaît pas du tout ça. Et donc bon, bref, pour en revenir à son truc à SmackDown, où il faut à tout prix que cette fois il soit vraiment détesté. Donc ça veut dire on lui rase la barbe, on le met en costard, on lui dit. Parce que moi j'ai bien vu la différence, je le connais suffisamment pour voir la différence, je suis spécialiste de Kevin Owens. Ce n'est pas une émission sur Kevin Owens, vous êtes bien sûr. On lui dit d'arrêter de parler, de faire des blagues, de faire des promos rigolotes. On lui dit de commencer à avoir un style extrêmement lent dans ses promos pour être bien chiant. Monotone. C'est-à-dire en gros, et c'est là que tu commences à voir des gens sur internet, moi Kevin Owens il est surestimé, en fait ses promos elles sont nulles. Bah non mais on fait tout pour qu'il soit hyper Et les gens nul. commencent par y croire, finissent par y croire. Et il y a ce moment, et c'est là que je parle du powerplay un peu bizarre, où du coup, c'est marrant parce que moi je regarde, c'est génial parce que moi je regarde une série qui s'appelle Succession en ce moment qui parle de ça en fait, où c'est l'histoire d'un père qui veut pas laisser le pouvoir à son fils, et il y a une saison où il détruit complètement son fils pour un peu en faire une espèce de lock, et après il peut le maîtriser, en faire ce qu'il veut. Bah là en fait c'est un peu ça, c'est-à-dire que une fois que Vince McMahon en gros a un peu brisé, et en fait juste Kevin Owens a toujours beaucoup de problèmes avec l'autorité. Il a eu beaucoup de problèmes avec Jim Cornette qui a essayé de le mater, qui n'a jamais réussi. Mais Vince McMahon, il réussit à mater.
Comment? En détruisant les gens. Donc il a changé détruisant, son et comme gimmick disait tout. Parce que Félix c'est le mec qui a le dans- plus de pouvoir du Oui. business, quoi. Et dans- Tu dis non à Vince McMahon, mais alors Non, t'as mais plus de boulot, quoi. T'es Il y a bloqué, tu peux pas Et partir. tout ce que vous Ah avez ouais. dit avant sur sa position symbolique, probablement, parce que je pense que là, on est clairement dans une relation abuseur-abusé, quoi. Et à ce moment-là- c'est aux Et c'est aux non, yeux mais de le tout le monde. plus Je te beau, laisse terminer le- brièvement. ouais, le plus beau là-dedans, c'est que justement, il y a ce moment magnifique où il lui fait le plus beau cadeau que Kevin Owens peut recevoir. Après l'avoir maté, l'avoir Rabaissé. détruit, l'avoir rabaissé, il lui fait le plus beau cadeau que Kevin Owens peut avoir. D'ailleurs, il en est toujours très très fier. Il a une rivalité avec Shane Owens. Et là, du coup, Vince McMahon il y a un angle narratif où Owens doit lui foutre un coup de boule. Oui. Après que Vince McMahon lui ait dit des choses horribles. Et là, c'est là qu'on voit qu'il y a un truc un peu bizarre là-dedans. Parce qu'avec toute la relation qu'on connaît backstage, donc elle n'est pas dans la kayfabe, là, elle existe cette relation, il y a ce moment-là, et ça a été raconté par Owens Frappe-moi. très bien, où il va carrément, en fait on ne sait pas exactement ce qu'il lui a dit, mais Vince McMahon lui dit des trucs horribles à ce moment-là. Et il faut se mettre quand même dans le contexte où c'est son boss, il a déjà humilié, il y a déjà eu le truc où il lui a dit 2 mois avant à WrestleMania que c'était le pire match de l'histoire de WrestleMania, que Owens, on l'a vu quasiment en pleurs et en dépression à cause de ça. Et il est là et il lui dit ça y est, je te donne ton truc, et il l'insulte en même temps pour se prendre un coup de boule en mode cette espèce Réaliste, genre. cette espèce d'employé que j'ai un peu détruit, maintenant je le laisse un petit peu se rebeller contre moi parce que c'est presque un espèce de truc un peu sexuel en fait. Vous quand on y avez pense. vu, je me c'est sacrifie. complètement bizarre, quoi. Que c'est complètement érotisé, c'est des trucs d'abus de pouvoir. Oui, Oui, voilà, bien c'est sûr, vraiment bien bizarre. sûr. Et Bien sûr. en plus, il met des précédents lui-même, Vince McMahon. Genre, quand je veux dire, quand on lui dit non, quoi. Genre, par exemple, dans le documentaire Ruthless Aggression, là, dont on parlait dans le live qu'on a fait récemment, il rappelle l'histoire de Stone Cold qui s'est barré en 2002 parce que Vince McMahon il a dit on n'a qu'à booker Brock Lesnar contre Stone Cold ce soir à Raw, et Brock Lesnar il va gagner contre Stone Cold, personne va le voir devenir, et puis après comme ça on pourra le booker à WrestleMania, et comme ça tout le monde aura oublié ce match de la télévision, alors que c'est un putain de gros match et que pour ça faudrait vendre le truc, faudrait penser, l'écrire, mettre des enjeux narratifs derrière. Et Stone Cold il a dit non, c'est pas comme ça que moi je veux voir mon personnage être traité. Du coup, soit on change de décision. Après, c'est le côté égocentrique du gars, mais ça peut se comprendre créativement. Soit on change de décision et on réarrange le truc, soit vous mettez quelqu'un d'autre. Et Vince il a dit non, c'est moi qui commande. Tu vas perdre ce soir et puis on verra. Et Stone Cold il s'est barré. Mm. Et il Ah n'est là, pas oui. revenu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Vince, il l'a complètement désavoué, alors que c'était sa star, la star qui avait sauvé la compagnie. Tu Il l'a m'étonnes. complètement désavoué, c'était un connard. Il avait dit tout et n'importe quoi sur lui juste pour le baisser sa valeur, en fait, alors que c'était sa star à lui et qu'il était toujours sous contrat. Et quand il est revenu, il y a eu un énorme travail de reconquête du public par rapport à Stone Cold, parce que jusque-là, tout le monde le traitait Il avait sapé. comment on dit, de déserteur. Alors Donc que c'est- voilà ce qui se passe quand on dit non à cet homme-là, quoi. Et on avait aussi d'autres exemples. Oui. Là, on a pris 2 très emblématiques, dont un qui était très moderne, ça valait le coup de s'y attarder. Et juste en elle- une phrase pour clôturer sur Owens, depuis ça, le booking d'Owens, c'est en permanence, on te push, ah bah on te dépush, ah on te push, ah bah on arrête un petit peu, Du on on-off, te ouais. repush, ah bah on arrête, et c'est en permanence, on lui donne quelque chose, on lui enlève en permanence depuis. Parce qu'on sait Ça qu'il ne- va ça s'est pas rester. arrêté depuis. Parce qu'on sait qu'il va rester. Et donc on peut en faire ce qu'on veut, quoi. Jusqu'ici, on verra. L'avenir Aussi, nous le en dira. l'occurrence parce que Owens veut Jusqu'à pas, ce qu'il se barre sa comme les situation autres, fait qu'il veut pas partir comme Moxley Bah ou oui, d'autres. bah ouais. On avait l'exemple de Luke Harper. Oui, du qui- non-booking. Ouais, du non-booking. Je te laisse en dire un mot, Oui, Félix, là, sachant là- que lui, c'est plus dans un côté retenir les talents. Si je Oui, dis bah pas voilà, de il y bêtises. a eu beaucoup d'exemples de non-booking ces derniers temps, parce qu'avec l'AEW qui a débarqué, qui a voulu signer beaucoup de gens, notamment convaincre des catcheurs de la WWE de pas re-signer avec eux et de venir chez eux. Il y a eu la WWE qui a joué sur des clauses de contrat, d'extension de contrat, donc faire en sorte que le catcheur qui a déjà signé le contrat ne peut pas s'en aller avant 6 mois ou plusieurs mois.
Et pendant ces mois-là, au lieu de les utiliser et de les mettre à la télévision et de les booker justement, et ben on les utilise pas. En mode, tu voulais partir, et ben c'est dommage, tu peux pas partir et tu vas rester chez toi à te tourner les pouces. C'est dommage parce que t'aimes le catch. Quoi, tu nous avais envoyé un truc très représentatif de ça. C'était quoi le ratio, une info là-dessus oui, qui a il y a été une info qui est sortie il y a pas très longtemps. ouais. Où ils avaient analysé le nombre de catcheurs qui Sur étaient 300 signés. catcheurs, il y en avait un tiers qui... À peu près un tiers estimé qui serait pas utilisé Ouais. depuis plusieurs mois. Donc il y a Luke Harper, mais il y en a d'autres. Oui, quoi. bien sûr. Cédric Alexander, on en parlait, mais c'est pour une autre raison pour le coup. Il y a la team des Revival, eux ils les ont utilisés, mais parce qu'ils sont très populaires, alors que Luke Harper, ça fait des mois qu'on l'a pas vu. Quoi. Ouais. Michael, tu voulais intervenir? Non, pas spécialement. D'accord. Voilà, il y avait cet exemple-là. On avait Luke Harper. Il y avait d'autres angles vraiment de booking punitif. Ouais. Là, vraiment, punition. Par contre, par rapport tout à l'heure, tu disais que ça arrivait pas forcément aux femmes. Et j'avais un exemple du coup. Oui, ah bah super. Mais c'est pas forcément. Alors c'est marrant parce que c'est une tradition en fait. Donc c'est l'exemple que j'ai. C'est marrant parce que mais ça fait partie du problème. Vas-y. C'est une tradition, c'est que en général, souvent, quand un catcheur part, surtout quand c'est un heel, on aime bien le faire partir de façon extrêmement humiliante. En l'occurrence, c'est un truc. Oui, il y a une ça espèce aussi. Ouais. J'y avais pas pensé, mais il y a ça. Comment dirais-je je trouve pas le terme. De bizutage de fin de fin. Et alors par exemple, je me souviens que Lita, mais ça pourrait aussi y avoir par exemple Vicky Guerrero ou des gens comme ça. Sont partis, n'ont pas le droit de partir avec un peu les honneurs. Ils doivent partir en mode personne veut d'eux, ils sont humiliés, ils sont roulés dans la merde. Sans mais compter ça, que... c'est une tradition. Vas-y. Non, pardon, sans compter que j'allais dire, je vois venir Michael, mais que là on parle de femmes, donc avec ce qu'il peut y avoir aussi comme autre genre de connotation pour mais ça, comme tu le disais, c'est une tradition hyper vieille. C'est un truc qui date des années 70-80 quand un catcheur allait d'un territoire à un autre, quand il y avait encore des territoires, c'est-à-dire que le pays se partageait entre plusieurs compagnies qui se mettaient d'accord sur certaines choses, mais quand un catcheur du jour au lendemain décidait de partir vers un territoire qui allait mieux le payer, le territoire où il était résident va faire en sorte de le dévaloriser, vraiment de le rabaisser, pour qu'après quand il arrive à l'autre territoire, t'es plus une si grosse star que ça, du coup on va moins te payer, on va moins te mettre en avant. Là c'est pareil à la WWE, quand il y en a un qui décide de plus re-signer et d'aller ailleurs, effectivement on le fait perdre, on le dévalorise, on le met pas en avant. D'ailleurs Moxley a perdu des matchs, il a perdu un match contre EC3. Donc ça en dit long, il a perdu un match contre EC3 avant de partir lui-même. Jeune mauvais. Comme on l'a rebaptisé. Mais ça, c'est quand même... on en parlait en off, c'est un truc qui est vraiment spécifique au catch, parce que si on fait un parallèle, par exemple, je sais pas moi, avec les soaps, par exemple, ou les sitcoms, tel acteur qui, finalement, il va signer un autre contrat plus juteux, voilà, avec une autre série, et finalement, il va devoir partir de l'émission, alors que c'était pas forcément prévu. On va pas faire... soit on va le faire mourir, soit on va trouver un moyen, mais ça, c'est un exemple extrême. Mais en général, la plupart du temps, on dévalorise pas le personnage que l'acteur joue. Ça va pas servir à la fiction en elle-même. Oui, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de petite revanche personnelle. Exactement. C'est professionnel en fait, quoi, alors que le catch pas tellement. Quoi. Et du coup, Michael, l'exemple que tu voulais donner, catch féminin. C'est Lita, moi. C'était Lita, pour terminer. Et voilà, donc je pense qu'il y avait Vicky Guerrero aussi. Je sais pas si Lita, je m'en souviens. Et quand elle s'est barrée, elle en pouvait plus, et c'est normal, quoi. Là, c'était putain d'un point de vue mental et physique. Il y avait autre chose avec Lita dont tu voulais parler. Oui, mais ça, ce sera plus tard. Mais avec Lita, quand elle s'était barrée en 2006, elle avait arrêté de catcher, et le soir où elle a arrêté de catcher, ils ont booké un angle narratif où c'était les Crime Time à l'époque, le duo de Thug qui était allé s'infiltrer dans ses vestiaires et après était revenu vers le ring, donc vers le public, avec des cartons où il y avait que des affaires intimes de Lita pour s'en moquer, genre la culotte, le soutif. Quelle horreur. En mode t'as vu, tu t'es barré. Quand elle est partie, c'était tout le monde lui disait hey bye bye. C'est parce que c'était une île et que du coup elle devait partir un petit peu sous les huées. Ouais, comme une Stephanie McMahon quand elle était en mode l'autorité. Très
très rapidement, pour clore cette partie et aborder la dernière de l'émission, l'exemple, le côté un peu pampan cucu, c'est-à-dire tu as merdé, donc on vient t'humilier par booking interposé. Encore une fois, je crois que c'était toi, Félix, qui me donnait l'exemple de Triple H en 96, c'est ça? Oui, mais là, pour remettre dans le contexte, c'est assez connu, mais bon. Vraiment rapidement, du coup. Très rapidement. Ouais. À l'époque, il y avait un groupe de potes qui gérait un peu les vestiaires. C'était Shawn Michaels, Triple H, Kevin Nash, Scott Hall. Et Scott Hall et Kevin Nash sont partis à la WCW. Ouais. Et pour célébrer leur départ, les 4 potes se sont retrouvés sur le ring à un show non télévisé. Et malgré l'alignement différent des uns et des autres, donc il y avait des méchants, il y avait des gentils, il y avait des faces et il y avait des heels, ils se sont tous pris dans les bras, un truc qui avait pas été fait jusqu'alors, sauf que ça a été filmé et que ça a un peu tourné, c'était les premiers jours de l'internet, donc ça a tourné, et donc Scott Hall et Kevin Nash sont partis, il restait que Shawn Michaels et Triple H. Pour les punir d'un tel acte, on pouvait pas punir Shawn Michaels parce que c'était un peu le chouchou et c'était la star de la fédé, donc on pouvait pas le dommager. Et ben on a dommagé Triple H, on l'a baissé, on l'a passé de l'upper mid-card à la mid-card, voire à la low-card. Il a perdu des matchs, il a été dans une rivalité où il catchait dans de la boue et dans du caca. C'était vraiment en mode, voilà, vous avez merdé, c'est toi qui payes pendant un an, tu vas en chier, et puis tu vas prouver ta valeur, entre guillemets, en étant corporate et en baissant les yeux, etc. Là, c'est vraiment ironique, parce que du coup, c'était il a pris la revanche sur cette histoire-là. Parce que clairement. Mais encore une fois, ça rejoint ce que nous disait Michael plus tôt, sur ce rapport de McMahon, sur la dimension ascendant. Et on connaît, évidemment, si vous connaissez pas en détail l'histoire de Triple H, il y a un super documentaire dont le nom m'échappe, qui parle de sa tendance à justement vouloir gagner, se mettre en avant en tant que champion. Je me rappelle pas. Mais... zut, on vous mettra le lien. C'est vrai qu'après, oui, il est devenu très protecteur de dans un autre rapport. Carrière, c'est assez particulier, et ça forge quand même des caractères assez spéciaux. Dernier exemple pour cette partie, donc tu nous as donné l'exemple des Usos, j'avais envie de parler de Matt Hardy aussi. L'exemple. Non, c'était pour t'emboîter le pas. Je pourrais repenser à Matt Hardy en pensant aux Usos, où tu parlais des consommations diverses et variées, notamment de drogue. Oui, ou d'alcool. Mais le fait de se faire arrêter dans la vraie vie, et du coup, tu vas un peu le payer à l'écran parce que t'as merdé. Ça, c'est la fameuse wellness policy. Ça devrait n'avoir rien à voir. Soit tu te fais arrêter, tu te fais suspendre. C'était arrivé. Mais tu perds pas. Moi, j'ai un exemple précis. Et parfois, c'est même les chouchous. Mais là, c'est plus, je pense, en mode il faut montrer l'autorité, donc on est bien obligé. À un moment donné, en fait, quand Finn Balor a gagné le titre et qu'il s'est blessé, le titre universel, hein, d'accord. Il avait gagné un petit championnat avant. Il avait battu clean Roman Reigns, et ça avait surpris un peu tout le monde. Et Roman Reigns avait eu une suspension pour cause de dopage une semaine avant, en fait. Ouais. Et il avait été puni en perdant contre Finn Balor, donc voilà. Comme quoi, même le chouchou en pole position. Donc là on est plus sur une dimension wellness policy, comme on disait, donc pour porter haut et fort les couleurs de la WWE dont on vous parle. Pas d'exemple définitivement avant de passer sur la dernière partie. Or c'est vrai que encore une fois c'est très difficile de trouver d'autres exemples. Et puis on y a eu moins accès. Il y en a forcément, je pense, Jeff Hardy à la TNA quand il a catché complètement shooté complètement high. Voilà, il a pas eu un sale quart d'heure après, quoi. C'est celui où Sting avait dû le forcer à se coucher. Très bien, ce qui nous amène au ce que tu as proposé, donc le booking manipulateur. Encore, juste avant, on n'a pas parlé du screwjob, de la mécanique de screwjob. Oui, parce que ça c'est l'exemple ultime du booking humiliant ou punitif, quoi. Oui. Juste après, avant, c'est devenu une légende parce que c'est des trucs qui sont devenus très connus. Voilà, encore une fois, quand tel catcheur veut se barrer ailleurs et qu'il n'est pas forcément d'accord sur son booking avant de partir, par exemple, ou pas forcément pour se barrer ailleurs, mais juste qu'il n'est pas d'accord avec le booking, des fois il y a de la manipulation. Ça rentre aussi un peu dans la manipulation parce qu'on lui dit ok, on va faire comme tu veux, tu vas gagner par exemple. C'est pour ça que je voulais faire partie à cheval. T'as eu raison en fait, mais trop tard, je suis parti sur les chapeaux comme un prince. Et donc on lui dit d'accord, c'est toi qui vas gagner ce match, sauf que finalement on se garde de lui dire que on n'est pas vraiment de son côté et on le fait perdre d'une manière ou d'une autre, soit parce que l'arbitre
titre compte 3 et que En vrai, non. alors qu'en vrai il aurait pas dû et que Des os, pas des os, comme dirait. l'arnaquer vraiment quoi. Et donc là c'est vraiment un manque profond de professionnalisme quoi. Et Et on de a respect vu- tout court. et de respect pour la personne quoi. Bret Parce Hart, que là t'es c'est ce devant qu'on le a dit, public, t'es ouais. devant les caméras, tu peux pas arrêter d'être ton personnage Ouais. et dire c'est pas possible, on recommence. Ça peut pas Même marcher. Si Bret Hart l'a un peu fait enfin non, mais il a quand même craché Oui, au il a fait visage de un son gros, patron. un gros glavio à la Et il Naito lui a mis, sur. il lui a mis une uppercut aussi dans les vestiaires. Ah, Il y a un gros documentaire là-dessus qui est très connu qui s'appelle Wrestling with Shadows, qui est très intéressant. Et là, c'était pas du shadowboxing. Comme quoi les documentaires c'est une affaire de timing. Tu m'étonnes. Et il y avait ça, mais il y avait aussi là c'est pour le coup parce qu'il allait partir. Donc il y avait encore cette mécanique là de tu vas partir. Non. Est-ce qu'il y a des exemples plus récents du coup de Screwjob en fait? Je sais pas trop. Je crois pas. Mais hein. moi je voulais donner un exemple féminin et qui est pas de partir ailleurs. C'est dans les années 80, c'est Wendy Richter qui est c'était leur plus grosse star féminine à l'époque, qui était leur championne. Elle voulait signer un plus gros contrat. Elle voulait plus d'argent parce qu'elle était plus connue. Sauf qu'à l'époque, elle était payée comme de la merde. Et donc Vince McMahon qui lui fait ah bon t'es sûr c'est pas comme ça que ça marche ici, et donc il voulait lui apprendre une bonne leçon de respect entre guillemets, et donc lui fait catcher une inconnue. Donc elle en professionnel elle catch, On y va, ouais. et la catcheuse inconnue quand elle fait le tomber à un moment dans le match ne la laisse pas se relever, l'arbitre continue à compter, donc elle perd son titre. Et quand et donc elle est furieuse, elle veut savoir qui lui a fait ça, et elle enlève le masque de la nana, et c'était Fabulous Moolah, donc qui était déjà dans la compagnie, donc c'était sa collègue, donc qui était dans l'arnaque avec Vince McMahon. Et donc Wendy Richter, quand elle a compris que juste on l'avait punie quoi, et elle s'est barrée et elle est plus jamais revenue. Et juste, alors, j'ajoute un petit truc auquel on n'a pas forcément pensé, je suis en train de me dire, qui est lié à tout ça. C'est aussi un cas de figure où les catcheurs sont punis même quand ils sont plus dans la compagnie. Parce qu'on les laisse pas, parce qu'on les mentionne plus, ou on les laisse plus revenir. La censure. Je pensais par exemple, alors il y a bien sûr la censure quand c'est Benoît. Oui, non, mais je veux dire, il y a d'autres levels de censure. Ça, c'est mais encore par exemple, une autre affaire. En Randy Macho Savage, alors Oui. après, les raisons n'ont jamais été très claires, c'est un petit peu. Non, mais récemment, il y avait Hulk Hogan, par exemple, quand il y avait son affaire de racisme et de racisme. sextape et mais tout à ça. la limite, c'est pas vraiment une raison personnelle, c'est plus un truc PR, donc à la limite, tu vois, oui. voilà. Mais par exemple, Randy Macho Savage, bon, la légende, c'est qu'il aurait été, disons, un peu trop convivial avec la fille de Vince McMahon quand elle avait 13 ans. Et on ne sait pas si c'est ça ou pas. Toujours est-il que le fait est que Randy Macho Man, qui était quand même, oui, puis lui qui était quand même une des plus grosses stars de l'histoire de WWE, a été complètement. D'ailleurs, il est mort maintenant et il n'est jamais revenu à WWE. Il n'a jamais été réinvité. Donc je pense qu'il n'est pas au Hall of Fame du coup. Si. Il est au Hall of Fame quand même. Il y a quelques années, ils l'ont mis au Hall of Fame. Et il était venu ou pas? Et c'est depuis qu'il est au Hall of Fame d'ailleurs que maintenant il est mentionné et tout ça. Donc ça s'est arrangé. Pareil pour le Warrior. Hein. Comment Warrior, ça, il pendant était venu des années, on l'a oublié. Comment ça, il était venu? Bah non, je demandais s'il était venu quand il était au Hall of Fame parce que Non, mais il était décédé de son vivant. Non, il était décédé. Ah, oui, donc, parce qu'il est pas mort. Non, non, mais il est pas mort. Non, mais il est pas mort il y a si longtemps en fait. non, effectivement. Il est mort il y a quoi? Il y a 10 ans. Oui, mais c'est par rapport à. Ouais. Moins que ça. Ouais, moins que ça, donc il aurait pu être au Hall of Fame. C'est par Donc, rapport à la date du Hall of Fame. Oui, donc c'est en fait ça. Il n'a pas été au Hall of Fame de son vivant. Ouais, il a jamais été de son vivant. Donc s'il était toujours vivant, il serait pas au Hall of Fame quoi. Alors, donc après cet instant quiproquo malaise, je vous propose donc de passer au fameux booking manipulateur qui est un peu à cheval de deux choses, Ouais. le screw job, et tu parlais de Hogan justement, ça peut peut-être être un premier exemple, Hogan Russo. Ah oui, là moi j'y pensais plus. Dans le catch, il y a des vieilles mentalités. On dit to work le public, ça veut dire faire en sorte de leur faire croire à quelque chose et de les Work the boys, surprendre. tu nous avais dit. Et donc du coup, il y a aussi work the boys, c'est faire croire aux salariés, aux professionnels quelque chose et les surprendre eux aussi. Pour une raison complètement parfois inutile, parfois c'est juste parce qu'ils ont peur, enfin les dirigeants ont peur que certains, sachant quelque chose, le disent à un journaliste et que du coup la surprise soit perdue. Mais ça c'est aussi un truc un peu de forain quoi. Donc il y avait ça en 2000 avec Hulk Hogan et Vince Russo quand Hulk Hogan a dit
je travaillerai pas avec cette compagnie qui fait de la merde parce que Jeff Jarrett s'était mis à terre en mode vas-y gagne mon titre, on s'en fout, de toute façon tout ça c'est fake. Et donc ils ont fait en sorte de faire croire à tout le monde, donc le public et les autres catcheurs y compris, que c'était vraiment pas scénarisé alors que ça l'était. Il y a plein d'exemples de choses comme ça, de Work the Boys. Donc ça, c'est juste, c'est pas très... c'est un peu innocent, quoi, mais c'est un peu con, quoi. Ça fait pas très professionnel, je trouve. C'est comme il y a la vieille France, c'est le vieux catch, quoi. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Ok. Ça fait partie du vieux catch. Et puis après, dans le Booking Manipulator, je pensais, moi, à comment faire en sorte de pousser des gens qui ont des conflits dans la vie réelle, par exemple de relations amoureuses. Moi, je pensais à Edge Elita et Matt Hardy, qui était vraiment un vrai truc, et qui se rendent compte que tout le monde en parle, c'est vachement excitant comme intrigue, et ben on va en faire une vraie intrigue fictive alors que vous êtes toujours dans la merde dans votre couple, là, en l'occurrence. Et tout. Et donc vous allez être obligés de travailler ensemble alors que vous vous détestez parce que justement on va jouer sur cette animosité. Ça, il y a des exemples dans le cinéma, ça, sur les tournages, des gens qui se détestent et on va essayer de jouer Terry sur cette Hatcher et Dean Kane dans Les Aventures de Superman. Par exemple, moi j'ai vu un documentaire sur Dirty Dancing où genre Patrick Swayze et Jennifer, je sais plus comment elle s'appelle. Lopez. Qui se détestaient et puis finalement ils ont fait avec. Et de façon générale, il y aurait tout un podcast à faire, je pense, sur la façon Kevin Owens, non dont le catch gère les couples, hein, parce que sans aller jusqu'à cet extrême-là, je vois où tu veux en venir. En plus, les couples sont souvent brisés, on en fout un quand on les draft, on les draft un dans un endroit, l'autre voilà, ou alors on pourrait parler d'un truc tout bête en fait, hein. Commence par elle, ça finit par Ashley non. Et elle et Lana, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Oui, parce que je pense que c'est Will Ashley, mais oui. Enfin, surtout Rousseff et Lana qui sont en couple, qui sont mariés et qui sont mis dans une histoire où Rousseff est en gros humilié parce que Lana n'est pas satisfaite de lui, qu'elle va voir un mec et tout. Et alors, il y a des gens qui pensent... Un mec noir, accessoirement, bonjour les clichés, non mais dans le surtout côté très musclé et tout. Et alors, il y a l'idée, mais ça, on peut pas vraiment savoir, mais il y a quand même pas mal de gens, que moi j'ai déjà entendu cette théorie, qui pensent que c'est arrivé déjà dans le passé, que Vince McMahon, parfois, en fait, est un peu jaloux, enfin, trouve que Rousseff, en gros... Pour lui, c'est pas le couple qu'il faut... Que Lana, il mérite pas Lana, et que lui, il trouve Lana plutôt probablement assez jolie. Et que donc du coup il va les mettre en scène dans une histoire où en fait Rousseff ne mérite pas Lana et où il est trompé et tout. C'est comme si quand même très abusif. C'est comme si notre tonton dégueulasse dans les repas de famille avait possibilité de transformer ses idées réac en réalité. C'est la définition de Vince McMahon. Voilà. Bravo. Il y a un autre exemple aussi récent, mais qu'on a oublié parce que c'est comme ça. Il y a quand Maria Kanellis est revenue avec son mari qui n'était pas catcheur à WWE, Mike c'était Kanellis. l'ancêtre de cette histoire parce qu'en fait c'est vraiment l'ancêtre. Exactement. C'est quand même un couple. De victime, en fait. C'est quand même un couple qui s'aime, qui sont mariés. Enfin, je sais pas s'ils sont mariés d'ailleurs. Et ils vont quand même demander à Maria de ridiculiser, d'humilier publiquement à la télévision son mari, qui est vraiment, enfin son conjoint, pour le diminuer, pour une storyline. T'as pas pu me faire avec d'enfants, des grosses guillemets, exactement, des trucs vraiment violents, quoi. C'est vraiment genre on va jouer sur des choses en fait, qui devraient rester dans la sphère privée, quoi. Je suis désolé, j'ai plein de trucs qui me viennent là. On va terminer dessus. Moi aussi j'en ai un. En fait, il y a plein de trucs à dire sur les éliminations. Ils sont inarrêtables. En fait, il y a aussi les parce qu'on avait déjà fait une émission sur les gimmicks. Il y a aussi les gimmicks humiliants. Oui, c'est vrai. Récemment, il y a Shorty Gable. Shorty G, juste parce qu'il est petit, on va l'appeler Shorty, quoi. Et par le passé. Par le passé, il y a par exemple Dusty Rhodes, qui était du coup, dont c'est assez connu que pour des histoires de vengeance personnelle, il avait des habits ridicules, il était ridiculisé en permanence, malgré qu'il soit quand même très même over. Même quand il n'était pas dans la compagnie. Quand il n'était pas dans la compagnie, son vrai nom à Dusty Rhodes, c'est Virgil Runnels. Quand il n'était pas encore à la WWE, et que y avait le personnage de Ted DiBiase, donc le milliardaire vraiment exécrable et tout ça, en fait la parabole de Vince McMahon à l'époque, il avait engagé entre guillemets un garde du corps, donc c'était un catcheur black qui parlait pas, et ils l'ont appelé Virgil. Et tout le monde dans la sphère du catch le savait, c'était juste
pour se foutre de la gueule de Dusty Rhodes. C'est un petit Petite pique. un petit scud quoi, mais effectivement après quand il a débarqué à la WWE, on lui a fait on lui a mis un costume à poids, Voilà, c'était on le l'a common réduit, man avec exactement. sa ventouse de plombier, voilà. Mais dernier exemple de Pour la genre route. de truc, et là c'est un peu plus glauque, j'ai envie de dire, mais c'est déjà bien glauque tout ça. Tu m'étonnes. C'est par exemple quand on dit jouer sur des conflits ou des malaises réels. Moi je pense par exemple à comment utiliser la mort d'Eddie Guerrero dans des storylines. J'allais te demander si tu rentrais. Genre Randy dedans. Orton qui disait à Rey Mysterio face à face juste quelques mois après, même pas quelques mois, quelques semaines après que Eddie Guerrero soit décédé. Eddie il est mort, t'es plus rien maintenant quoi. Enfin ce genre de choses quoi. On peut extrapoler aussi avec le rapport très malaisant des hommages à rallonge et à peine le corps froid quoi, des gens qui sont morts à la WWE. Là-dessus, il y aurait de quoi faire là aussi une émission. Est-ce que tu ferais rentrer dedans aussi? Il y avait eu, je crois, ce délire-là avec Charlotte Flair. Oui, Ouais, c'est elle ça, a perdu son frère. Ouais. Ouais. Et je sais plus qui avait fait une. Mais là, c'était entre elles là, parce que là, c'est non, je crois que c'est. Je sais plus que c'était. C'est à son intention c'est ou est-ce que ça lui a Paige, été ou je sais plus qui soufflé avait fait, quelqu'un avait une rivalité avec elle et lui avait. C'est Becky, non Becky. J'ai un doute, Allez-y parce que je me rappelle pas de je l'exemple. crois. En tout cas, la catcheuse en face lui avait fait a fait une référence du coup à son frère qu'elle avait perdu. C'était- oh là Les là. gens étaient assez choqués, mais Quelle en horreur. l'occurrence, je crois que Charlotte avait, enfin, elles s'étaient mises toutes les deux d'accord pour faire ça dans leur promo. Oui mais Bon, après, c'est pareil. ça, Tu te c'est le mets côté- d'accord mais c'est encore un peu différent. Je pense que c'est le côté y a une le chape de catch, plomb le au-dessus show de must toi. go on, Si t'es pas voilà. d'accord, qu'est-ce qu'on va penser de toi? Mais c'est Si pas t'es pas un- d'accord, est-ce qu'on va te mettre en avant après? Non, mais Tu t'as vois, une- c'est pas, Non, ils parce sont, qu'il y a- elles je sont pense- pas vraiment indépendantes de leurs décisions quoi. Pour défendre un peu cet exemple-là, je pense aussi que parfois les catcheurs, de la même façon que parfois ils sont en mode tape-moi bien fort parce qu'on va leur montrer qu'on n'est pas là pour rigoler. Je pense qu'aussi parfois les catcheurs entre eux se donnent un côté bon allez on va shooter, vas-y attaque là où ça fait mal, t'inquiète pas. Je pense C'est que encore autre parfois, chose. c'est- Non, moi je Ça- pense ça arrive. j'irai quand même Ouais, mais plus c'est loin autre- c'est un autre j'irai level, plus loin ça. que ton idée parce que autant vas-y on va shooter, c'est l'idée aussi qu'il y a l'adrénaline qui va pendant le truc quand tu t'es mis d'accord. Là c'est un truc tu te mets d'accord à tête opposée. A priori si on part du principe qu'ils sont vraiment mis d'accord, elles se sont mises d'accord entre elles et je pense, je vais un peu extrapoler mais je pense que ça a pu arriver même si elles étaient d'accord toutes les deux que c'était pas une influence extérieure de proposer Stark là. Moi je pense que ça a pu arriver parce que elles baignent aussi dans cet héritage Oui, de oui. storyline dégueulasse quoi. Oui. Non, t'as raison, t'as raison. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de hasard quoi. En l'occurrence, c'est presque étonnant que Charlotte se soit mis d'accord pour faire ça, dans le sens où elle, je pense qu'elle peut gérer. Par contre, à mon avis, Ric Flair n'a pas du tout dû apprécier. Oh la parce vache, que, alors, mais- lui, il a perdu son fils et il était Bah, complètement même détruit elle, par quoi. ça. Et ouais, je pense que lui n'a pas dû apprécier. Après, Ric Flair, lui aussi, je veux dire, est dans une tradition. Il a connu les pires trucs du catch pendant 50 Ouais, ans. bah oui, Donc, bien bon, sûr. voilà, quoi. Bien sûr, Il c'est un connaissait vrai comment ça marche, héritage, quoi. un vrai héritage dégueulasse. Oui, quoi. mais c'est pas parce qu'on sait comment ça marche qu'on devrait Oui. accepter ce Mais genre de après, truc. c'est comme le rapport On est aussi en des putain de traumatismes. 2020, quoi. Oui, mais ça, là, après, par contre, dans ce que tu viens de dire, c'est 2020, ça enlèvera rien au fait que Non, quand mais on est qu'on pris soit dans un 2020 système ou et dans un n'importe quand, c'est traumatisme, genre, on devrait Clément- faire des progrès quoi, au bout d'un moment. quoi. Alors, je suis moins d'accord parce que autant pour des mentalités. Moi, je suis plus choqué, par exemple, sur ce qui s'est passé avec l'arc de Lana avec Liv Morgan récemment, donc sur cette histoire donc, Genre elle est du amoureuse fait d'elle voilà et tout. qu'elles avaient couché ensemble et la manière dont ça représente si on analyse un minimum de manière hyper délétère les relations lesbiennes mais qu'est-ce que je veux dire plutôt que cette idée là d'un rapport de traumatisme, d'une répétition. On le sait, les secrets de famille, les trucs, c'est des choses qui malheureusement se répètent et c'est pas l'époque qui fait que un truc ambiant, très morbide, très mortifère, ça puisse se répéter, que tu sois en 2020 ou en 1900, c'est des trucs que quand c'est inscrit dans un truc familial. Et là, d'autant plus avec l'exemple des Flair, c'est une dynastie à la ville comme à l'écran, quoi. Donc, ouais. Moi, j'ai fini là-dessus. Je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Non, je crois pas moi. Non, je pense que Mickaël juste de dire que voilà, enfin, je sais pas si je peux conclure, mais par rapport à toute l'histoire, par rapport à toute l'histoire, tout ce dont on parle, il y a quand même un truc commun à ça. Tu parlais d'une tradition un petit peu comme ça, un petit peu foireuse du catch Ouais. en général, mais il y a aussi un problème d'environnement de travail, encore une fois, par rapport à tout ce qu'on disait. C'est que ça. Hein, Il y a un problème il n'y a pas de régulation. Je veux dire, la moitié, le 2% de ce qui se passe à la WWE, dans n'importe quelle
environnement professionnel normal, directement, il y aurait une plainte qui partirait. Prud'homme il y aurait direct. des problèmes, quoi. Je suis moins sûr que toi, Ah ouais malheureusement. Ah ouais, le monde du travail, ça va pas en Mais s'arrangeant. il y a des recours quand même, quoi, en tout cas. Oui. Il y a des fois, t'acceptes mais des trucs. parce Après, que ouais, il y a une précarité aussi C'est des ça, gens, quand ouais, même. ouais, il y a une Ouais. précarité qui est proche de celle du monde du catch. Oui, mais au moins, et- ça serait, ce que je veux dire, c'est que ça serait considéré, si on en parle à d'autres gens, ça serait considéré comme choquant. Tu vois, c'est que dans le catch, c'est vraiment accepté comme quelque chose. Oui, c'est le catch, c'est pas pareil, quoi. parce que ça s'entremêle avec cette espèce de fantasme aussi abject que c'est de la fiction et qu'à un moment tu te persuades que. Mais en réalité, dans les recours de travail, comme dit Félix, je pense que c'est du même ordre. Hein. Ouais. Quand tu es dans une grosse boîte et que tu sais que tu peux te faire cramer partout comme dans le catch, t'y repenses à 2 fois, quoi. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, mais les recours sont de plus en plus délicats, et même chiffres à l'appui, tout ce qui est recours prud'homo et des trucs comme ça, c'est très délicat, quoi. Donc, je pense que le catch est une exception, encore une fois, dégueulasse sur ce qu'on avait pu évoquer, parce que il y a cet entremêlement avec la fiction et avec des histoires où on fait plus mais non, t'inquiète, c'est un peu le truc, c'est un petit Oui, coup de pour coude le coup, après eux, au non, bar. quand même. Non, Oui, c'est- mais eux, pour le coup, non. Enfin, je veux dire, autant c'est peut-être compliqué sur le milieu du travail, mais il y a quand même au moins la possibilité, même si c'est compliqué, il y a quand même quelque chose qui existe. Dans le catch, personne va aller. Je veux dire, voilà, Kevin Owens va pas aller faire un procès à Vince McMahon pour abus. Tu vois, c'est même pas envie. Je veux dire, Il la pourrait. question ne se pose pas. Il pourrait. Oui, mais encore, il y Je a, sais pas s'il peut. il y a aux la États-Unis, relation en fait. Ils sont pas syndiqués en plus. fiction et Oui, il n'y a Il y pas de ça syndicat aussi. dans Ils le sont pas catch. syndiqués, donc c'est important. C'est ça Il y a ça qui est Donc ils ont vraiment. Ça, c'est le plus gros problème. fantastiquement en fait. taré. Ouais, voilà. C'est ça le Et problème. quand on Et sait que la c'est pour WWE, ça- par rapport à ce qu'on disait, quand on sait que la WWE peut arrêter de se servir de toi, mais te garder parce que tu es sous L'expression contrat, veut tout dire. et Ouais. du coup, oui, et te garder parce que tu es encore sous contrat, et te garder en gros en otage pendant Non, mais c'est vrai. dans un placard pendant C'est plusieurs toi mois. qui- Personne T'as veut raison. ça, quoi. Donc ils peuvent Ça dépend quand même comment tu tenir les gens. t'épanouis, où t'en es de ta carrière. Un Nakamura, tu vois, typiquement, là où il en est, je pense qu'il s'en satisfait très bien, etc. Moi, je Tant terminerai qu'il peut sur surfer. vraiment un dernier point, parce que j'étais le premier à dire il fallait qu'on puisse conclure. C'est la spécificité du catch aussi. Ils sont dans un monde du travail qui accentue aussi tout ça. Moi, je pense, hein, ça aussi, je pars sous votre contrôle. Ils sont sur la route toute l'année, c'est-à-dire leur monde, leur vie, c'est le catch. Il y a peu de boulot. À part effectivement, même pas des intermittents du spectacle, mais des intermittents du spectacle. Imagine des chanteurs ou machin qui seraient sur la route en permanence. C'est-à-dire eux, si leur carrière dure, Dans les ça s'arrête avions, jamais. Ouais, tout. tu vois, ça s'arrête quand ils sont blessés ou quand on les utilise plus. Mais sinon, ils sont sur la route en permanence. Et c'est, Il a raison. enfin, il y a un truc hyper aliénant. Ça crée une espèce de deuxième réalité ou en tout Ouais, cas un c'est ça, fantasme. c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une atteinte, enfin une tentative de création de syndicat dans l'histoire Mm. du catch, ça a toujours été stoppé parce qu'il y a besoin d'avoir ce pouvoir sur les catcheurs. S'il y a un syndicat qui se met en place, comment on gère le booking d'un catcheur? Est-ce qu'un catcheur peut dire juste non à un booking et dire tu vois ça avec mon syndicat? Ouais. Comment Non, ça se non, passe? parce que Parce qu'il y a le côté santé et tout ça, mais il y a ça aussi. Parce que le problème, c'est aussi dans le sens, c'est-à-dire qu'on parle toujours, là, on parle des abus, mais après, on peut aussi se faire l'avocat du diable et dire, par exemple, dans le cas de Bret Hart avec le screwjob, on parle du screwjob comme quelque chose de négatif, mais on peut aussi se dire, après, comment on peut booker du catch, comment on pourrait booker du catch si les catcheurs commençaient à dire ah non mais moi ça va pas me plaire, je préfère gagner mais ce match, mine de c'est pas rien. possible non plus. Oui, mais mine de rien, il y a des syndicats pour les acteurs. Et les films, ils se passent comme ils devraient se passer. Oui, mais c'est là, différent. ouais. Parce que C'est- tu meurs dans non, un film, c'est ça fout pas en l'air ta carrière, alors que tu perds un match, ça peut te foutre en l'air ta carrière. Oui, c'est un truc, c'est acté, ça le problème. c'est un autre, c'est écrit en flux tendu, c'est pas comparable même à des séries télé, ça a c'est très énormément de délicat. conséquences, c'est tout ce dont on parle, c'est que le booking c'est- a énormément de conséquences sur la carrière Oui. des gens. Alors que bon, C'est le début et la fin de ta carrière. Mais c'est fascinant, au-delà du côté parfois malheureusement morbide, c'est vraiment fascinant, même ces petites exceptions-là. Bah voilà, bah, c'était très chouette, les amis. Ouais, Encore une très fois, merci. Merci pour ta proposition. Merci pour le côté script doctor de Il y a pas de Félix souci. pour la mise en structure de tout ça. Pour les infos, bah, vous commencez à avoir l'habitude, mais on va faire un petit tour avec Félix, cinéma Eh ben, et analyse de catch en profondeur, il me semble. Exactement, tous les articles de l'exception catchesque et des critiques de merde, donc plutôt cinéma-série là pour le coup. C'est à- Les deux en point WordPress. En .wordpress.com exactement. .com. C'est à retrouver de toute façon sur Twitter @PHELYKS_G. Et puis pour les fans de catch, il y a la page Facebook Alt Wrestling.
Avec des chunks de spoilers, donc faites attention comme Mais je fais de plus en plus gaffe, je mets des gros spoilers. des grosses balises. Et puis surtout de l'humour, et puis parfois des petites questions, des petits débats à réagir. C'est toujours intéressant d'avoir les avis des autres passionnés. Yes, merci à toi. Michael, a.k.a. Orioto, Orioto, ça c'est pratique. A.k.a. Dreams. Et oui, j'allais y venir. Une belle actualité, humble mais une belle actualité. Posters que je continue chaque semaine. Oui. Et donc maintenant, je bosse beaucoup sur un jeu de plateforme sur Dreams, donc qui est un jeu sur PlayStation 4 qui permet de créer des jeux. Pensez à un Minecraft encore plus élaboré, avec des outils de création beaucoup plus élaborés. Ouais. Et du coup, un jeu de plateforme sur lequel je bosse, Feu Follet. Et il y a aussi un jeu que j'avais fait avant, Little Jump, auquel on peut déjà jouer, qui est un platformer 3D assez sympa. Donc si les gens achètent Dreams, ils peuvent me trouver. Orioto, on peut aussi chercher le pseudo, c'est le même, c'est facile. Le seul défaut de ces très chouettes créations, c'est qu'elles sont uniquement sur PS4. Voilà, c'est que sur PS4, et il faut Dreams qui vaut 30 €. Mais il y a, du coup, il y a plein d'autres créations. Ah ouais 25, il me semble. Il y a plein d'autres créations, il y a vraiment plein de trucs, c'est assez sympa, donc ça vaut le coup de s'intéresser à Dreams. Si vous avez ce côté création d'univers, c'est franchement fait pour vous. Et puis, comme tu le disais, chaque semaine, tes créations, autant univers jeux vidéo en grande partie, mais pas que, pop aussi parfois de temps en temps. Ouais. Voilà. Et un Patreon aussi pour te soutenir. Et un Patreon pour me soutenir pour les posters. Ouais. C'est facile à trouver. À ton tour, Mehdi. D_Mehdi, MEHDI. Pour le reste, je fais très court. Vous avez des tweets épinglés sur la page de @despodcast, donc sur Twitter. Vous avez pareil sur la page Facebook. De toute façon, le Twitter vous renvoie sur la page Facebook et vous avez toutes les infos, dont ce qu'évoquaient Michael et Félix, les lives qu'on fait de plus en plus fréquemment sur Twitch, que ce soit jeux vidéo, que ce soit catch, que ce soit pop culture en règle générale. Et surtout, ils sont tous retrouvables sur la chaîne YouTube qu'on alimente de plus en plus. Vous n'avez aucune excuse. Enfin, en tout cas, au-delà de ce côté un peu genre vénère promo, on espère que ça vous plaira et que, en tout cas, vous nous ferez des retours, même si vous n'êtes pas là en direct. On peut tout à fait comprendre. On vous remercie de nous écouter, de nous faire des retours toujours plus nombreux. Et puis, on vous dit à une prochaine au KatchaCast. Ciao. 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 Se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ, podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.